Christophe Bichet, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir. Alors, vous êtes coach de vie, conférencier inspirationnel, ça c'est votre métier, et vous venez de Haute-Savoie, où vous pratiquez votre passion, l'escalade, on va en parler, je pense, qui vous a amené à avoir des missions, notamment de comment on appelle ça, préparateur mental pour l'équipe de France d'escalade, et ça vous a amené à les accompagner jusqu'à des sommets, hein, les championnats du monde. Donc on va reparler de cette passion qui vous anime. Mais vous avez aussi une histoire de vie très forte. Vous allez nous en parler. Et vous définissez votre propre chemin existentiel, j'ai vu ça sur votre blog, comme tout bêtement humain. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ? Oh là là, oui. Alors j'ai effectivement un parcours un peu atypique parce que on peut dire que je suis un malade professionnel parce que j'ai un parcours de santé qui m'a fait passer par de nombreuses problématiques. Je suis atteinte d'une maladie génétique rare qui a été diagnostiquée chez moi lorsque j'avais 4 ans. Et je suis passée par une greffe de moelle osseuse et par de multiples cancers. Et donc les hôpitaux, pendant très longtemps, ça a été ma zone de confort quelque part. Et puis à côté de ça, j'ai une autre compétence qui est effectivement vraiment dans le monde du sport. Et l'escalade, donc défier les gravités au sens large du terme, ça a toujours été quelque chose qui m'a énormément plu. J'en ai fait un métier, donc au départ j'étais moniteur formateur d'escalade. Et puis après, au fur et à mesure des formations et des rencontres, effectivement, je suis devenu le préparateur mental de l'équipe de France. Et qu'est-ce que ça vous a appris comme leçon de vie, l'escalade, que vous pourriez peut-être transposer à chacun de nous pour qu'on se projette dans tout ce que ça peut apporter dans une vie que de pratiquer ce sport particulier? Ah, mamma mia. Alors, beaucoup de choses parce que pour moi déjà l'escalade c'était vraiment une activité qui m'a littéralement sauvée, qui m'a guérie de cette distance qui s'est passée lorsque j'étais adolescent parce que j'ai été greffée lorsque j'avais 12 ans environ. Et à cet âge-là, eh bien, normalement, on a plus envie de jouer avec ses copains que d'avoir des questions en tête sur la vie, la mort, pourquoi moi je reste, pourquoi d'autres partent. Donc j'ai été confrontée à ces questions existentielles très tôt. Évidemment, ça a créé un gap énorme avec les autres enfants qui avaient le même âge que moi. Donc j'ai pris une grande maturité trop vite. Et ce qui m'a permis de me raccrocher à l'existence et aux personnes autour de moi, ça a été justement ce sport-là que j'ai trouvé fabuleux. Et grâce à l'escalade, j'ai vraiment tout réappris. Donc, j'ai appris évidemment la confiance, la prise de risque, la prise de distance. J'ai appris ce que c'était que réussir, qu'échouer. Enfin, je me suis construit grâce à ce sport-là. Et aussi, je pense que le fait d'être à l'extérieur, ça m'a fait beaucoup de bien par rapport à tous ces moments où j'étais à l'intérieur, dans des milieux vraiment aseptisés, contrôlés dans les hôpitaux, en fait. Et je crois que la leçon que j'en ai fondamentalement retirée de cette aventure, c'est que j'ai eu l'impression, et j'ai l'impression que dans la vie, on est tous des grimpeurs et des grimpeuses. Dans le sens où on a tous des gravités. Nous sommes des terriens et des terriennes, donc on doit faire au mieux avec les gravités de notre existence. Donc que ce soit des maladies, que ce soit des accidents, que ce soit des choses qu'on n'a pas prévues, qu'on n'a pas voulu. C'est ce que j'appelle la gravité. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette gravité? Comment est-ce qu'on fait pour continuer d'avancer, pour continuer de s'élever, de prendre de la hauteur et puis de profiter de la vie, tout simplement. Et l'allégorie d'attraper des prises qui sont accessibles, parce qu'on ne peut pas monter n'importe quoi, j'imagine. Enfin, je ne fais pas d'escalade. Mais il faut aussi, du coup, s'ajuster au contexte. Il faut parfois, j'imagine, lâcher prise, parfois renoncer, parfois se dépasser. Voilà, comment... je trouve que c'est une allégorie de la vie intéressante que ce sport. Et peut-être que c'est ça que vous transmettez aussi quand vous faites votre travail de coach de vie? Alors, dans l'accompagnement individuel, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, en trame de fond, il y a toujours cette ossature qui est extrêmement solide. Et comme vous l'avez dit, elle est très métaphorique. Coup de bol, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on peut faire énormément de liens
Et par exemple, quand je grimpe, et c'est un peu ce que je développe dans mes conférences, c'est qu'on a besoin de, fondamentalement, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on s'encorde avec une personne en qui on a confiance, qui a des compétences, qui est présente, qui nous encourage. Donc c'est pas un sport individuel, c'est vraiment un art collectif, comme dans l'existence, comme dans le travail. Bon, il y a les différents stades, évidemment. Quand on est petit, on est complètement dépendant. Et puis, il y a la rébellion de l'adolescence. Et puis après, on essaie d'être interdépendant, où personne ne peut grimper à ma place. Mais j'ai quand même besoin que, Blanche, vous soyez là. Sinon, je pars dans le vide tout seul, quoi. Si personne ne nous regarde, et ben, ça ne sert à rien. Donc, on est vraiment codépendant. Et en même temps, quand je grimpe, fondamentalement, je fais 2 mouvements. Je m'accroche. Et je ne suis pas un poulpe, donc j'ai que 2 mains. Hein. Je m'accroche à ce qui me semble être les prises essentielles, importantes. Et puis, le pendant de ça, ce qu'on oublie assez souvent, c'est que, parce que dans le milieu du sport, typiquement, ne lâchez rien, c'est une injonction que j'entends tout le temps. Bah, moi, si je lâche rien en tant que grimpeur... Je ne peux pas avancer. Bah, je ne peux pas avancer. Voilà. Et mes muscles même finissent par tétaniser, et à un moment donné, je vais tomber, si je lâche rien, concrètement. Donc, je suis obligée, à un moment donné, de faire cet autre mouvement, qui est une prise de risque absolument folle, qui est d'oser lâcher la prise que j'ai pour aller en chercher une autre. Et c'est le risque de l'aventure humaine. C'est le risque de l'inconnu, en fait. Parce que on est tous et toutes confrontés à cette même peur existentielle qui est qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Ou même là, la prochaine question, je ne sais pas quelle est la prochaine question. Eh bien, ma prochaine question, la voilà. Je me demandais, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la parole et à faire ce métier particulier quand même de conférencier? Qu'est-ce qui vous a mis sur ce chemin? Alors, au début, c'était un défi personnel. Un défi personnel parce que les premiers cancers qui sont arrivés, c'est quand j'avais 22-23 ans. Et j'en ai eu plus d'une dizaine, donc je suis vraiment familier avec cette matière-là. Mais à ce moment-là, les premiers cancers, c'était des cancers de la bouche. Et on a dû me faire des ablations partielles de la langue. Et à ce moment-là, on ne savait pas si j'allais pouvoir reparler, remanger, etc. Et à ce moment-là, en tout cas jusqu'à mes 23-24 ans, j'avais vraiment cette particularité d'être extrêmement timide. J'étais presque chétif. Et donc, à ce moment-là, il y a une espèce de phrase qui a résonné très fort dans ma tête. Je me suis dit, Christophe, il faut absolument que tu arrives, que tu apprennes à parler, à dire ce que tu veux. Alors que peut-être vous alliez perdre la capacité tout court de parler avec cette maladie? Exactement. Exactement. Et ça a été une espèce d'appel très, très, très fort et très concret. Et j'ai commencé à mouliner un peu, puis je me suis dit, ce serait quoi la chose la plus folle ou la plus à l'opposé de ce que j'étais à ce moment-là? Et pour moi, la réponse, c'était ça. C'était ce qui serait dingue, c'est qu'un jour, je devienne conférencier et que ce soit facile pour moi de parler devant des centaines de personnes et en plus de transmettre évidemment un certain nombre de messages, parce que déjà à cette époque-là, j'avais beaucoup de choses à l'intérieur qui me semblaient utiles pour tout un tas de personnes autour de moi, mais que je ne savais pas sortir, tout simplement. Donc, depuis qu'on m'a coupé la langue, je parle. Ah, donc, vous avez vraiment fait d'une épreuve quand même difficile et douloureuse un défi, puis derrière, après, une réalité, j'imagine, avec aussi beaucoup de travail. Alors, notre université de la vie s'appelle cette année « Être humain et le rester demain ». Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, être humain? Alors, ça m'inspire le être, déjà. Et dans le monde d'aujourd'hui, il y a... Je vois, je ressens, j'entends quand même beaucoup de personnes qui ont l'air d'être centrées sur le faire et sur l'avoir. Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Et je crois que profondément, on n'accorde pas assez d'attention à non pas qui on est, moi, mais ce qu'il y a encore un petit peu plus profondément, quoi, notre être fondamental. Donc on pourrait dire l'âme, l'essence de qui on est. Et on a intitulé votre témoignage « Se dépasser », voilà, qui vient clôturer notre université de la vie. Se dépasser, ça vous caractérise un peu. Est-ce qu'on peut se dépasser tout seul? Comment vous voyez se dépasser?
on aurait tendance à vouloir tout de suite aller dans le défi, d'en faire plus, d'aller chercher encore une fois du « qu'est-ce que je peux faire pour ?» alors que, selon moi, il faudrait faire le chemin inverse, c'est-à-dire chercher à en faire le moins possible et à simplement être le plus possible. Donc ça implique pour moi plus de silence, plus de recueillement, plus de réflexion, plus de ne rien faire, plus de tout un tas de compétences. Mais se dépasser n'est pas faire plus, c'est justement faire moins, mais être davantage qui on est, peu importe ce que ça veut dire. Et en général, ça, on peut le sentir quand on est à sa place, quand on fait des activités qui ont du sens pour nous et pour les personnes qui sont autour de nous. Et sur le moment, on ne peut pas se le dire, on s'en rend compte après coup. Donc c'est assez paradoxal cette idée de se dépasser, parce qu'on se rend compte après coup qu'on s'est dépassé, mais sur le moment, on n'en sait rien du tout. On fait simplement ce qui nous semble être juste à un instant T. Quel regard vous portez sur notre société, dans la manière dont elle regarde, elle appréhende la fragilité? Vous avez un parcours de santé quand même lourd, difficile. La vulnérabilité, on peut dire que ça vous connaît. Est-ce que vous trouvez que nous sommes dans une société qui sait être solidaire, qui sait avoir un regard ajusté sur les personnes les plus fragiles? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez été confronté dans votre parcours à des moments d'inhumanité? C'est une excellente question. Dans mon parcours, j'ai été confrontée effectivement à beaucoup de soi-disant humanité, mais qui cachait de la condescendance. Et en réalité, c'est très compliqué d'être sincèrement ému, honnête, aidant, sans vouloir prendre la caméra et puis la braquer sur nous. Et cette forme de gratuité, de la générosité, du don, elle implique quand même d'être transparent et de le faire simplement pour le faire, quoi, avec aucune arrière-pensée. Et c'est vrai que j'observe, alors c'est toujours pareil, je peux mettre mes lunettes noires et puis observer que le monde il est absolument terrible, il est en train de dévier, etc. Mais je peux aussi mettre mes lunettes roses et puis voir qu'il y a des bastions de solidarité, de bienveillance, de générosité très désintéressés qui sont des bouffées d'air frais pour tout le monde, quoi. Comment si vous aviez quelques conseils comme ça de progrès personnels sur lesquels on pourrait finir cet entretien, qu'est-ce que ce serait? Il y a une idée que j'aime beaucoup partager, qui est un peu qui est vraiment tout le temps là dans un peu tout ce que je propose, que ce soit dans des conférences, que ce soit dans des accompagnements, que ce soit pour moi-même. C'est comme un mantra presque. C'est que le plus important, ce sont jamais les faits qui nous arrivent. C'est pas les cartes que j'ai entre les mains. Ce ne sont pas les événements qui nous tombent dessus. C'est qu'est-ce que l'on fait avec ça? Quelle attitude est-ce qu'on développe par rapport à ça? Quelle histoire est-ce que je me raconte par rapport à ce qui vient d'arriver? Quelles lunettes est-ce que je décide de mettre pour regarder cet événement-là? Et donc le plus important, c'est vraiment pas ce qui nous arrive, c'est ce que l'on fait avec ce qui nous arrive. Tout comme moi, dans ma pathologie, pendant très longtemps, j'entendais il faut se battre contre la maladie. Et j'ai compris à un moment donné, sachant que c'est une maladie génétique, je ne peux pas me battre contre moi-même, quoi, comme elle sera là du début jusqu'à la fin de mon existence, mais il faut que je fasse de mon mieux pour vivre avec. Et donc, qu'est-ce que je fais avec les événements qui arrivent? Qu'est-ce que je fais avec ce qui est, tout simplement? Et je crois que c'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ. Eh bien, vivre avec. On va rester avec cette notion, cet encouragement. Merci beaucoup, Christophe Bichet, d'être venu nous faire ces confidences et ces encouragements. Je signale que vous avez un blog sur lequel on peut aller retrouver certaines de vos pensées que vous partagez régulièrement. Merci beaucoup. Merci à vous.